Bonsoir à tous. Donc, au nom des équipes de Sciences Po Monde Arabe et Amnesty Sciences Po, nous tenons à vous remercier d'être tous venus aussi nombreux et nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à la situation humanitaire et politique en Syrie. Et nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette conférence. Monsieur Ziad Majed, Mademoiselle Asma Jaber, le collectif, l'association Soliya Hurriya Syrie Liberté, Monsieur Khalioun qui nous a transmis ses encouragements, et également Sciences Po qui nous a suivis dans toute l'organisation jusqu'au dernier détail. Cette conférence, elle intervient dans un contexte très particulier puisque c'est la semaine dernière à Istanbul que s'est concrétisée la formation de la direction du Conseil national syrien. Et c'est aussi pour cela que Basma Kodmani, qui devait intervenir ce soir, est retenue en Turquie. Je vais maintenant laisser la parole à Léa Pluto de Amnesty Sciences Po. Bonjour à tous. Donc en fait, moi je voudrais juste vous présenter la première partie de la conférence, donc qui va être plus axée sur les violations des droits humains qui ont actuellement lieu en Syrie. Donc je voudrais vous présenter Madame Françoise Lemel, coordinatrice Liban-Syrie d'Amnesty International, qui va revenir dans un instant sur le travail qu'a effectué Amnesty International en Syrie. Donc Amnesty, en fait, notre message est le même pour tous. Nous dénonçons les violations des droits humains et nous demandons le respect de ces droits aux différents acteurs du conflit. La première partie de la conférence sera donc axée sur le côté humanitaire de la situation en Syrie. Par la suite, nous allons présenter donc les intervenants différents qui vont vous parler des défis politiques concernant l'opposition syrienne. Donc on a souhaité réunir des acteurs aux différents profils à l'intérieur de l'opposition syrienne. Donc premièrement, on aimerait remercier M. Abdelhamid El-Atassi, membre du secrétariat général du Conseil national syrien et qui nous honore par sa présence ce soir, on le remercie. Ensuite, j'aimerais présenter Madame Sham Daoud, qui est fondatrice du collectif Soliya Hurriya, donc Syrie Liberté. Ensuite, je souhaite vous présenter Monsieur Shadi Junaid, qui est également membre du Conseil national syrien. Et last but not least, Monsieur Oussam Sharbaji, qui est également membre du Conseil national syrien. Bien, je pense que c'est à moi de vous saluer. Juste une petite précision, je suis coordinatrice Syrie à Amnesty International. Je ne m'occupe pas du Liban et je crois que j'ai suffisamment à faire avec la Syrie. Je tiens aussi à remercier Sciences Po, Monde Arabe et Amnesty Sciences Po pour avoir organisé cette réunion et pour nous avoir invités. Et je dois dire qu'en tant qu'Amnesty, nous sommes très heureux d'être aux côtés de membres du Conseil national syrien et c'est un grand honneur pour nous. En préambule, d'abord, je dirais quelques mots du travail d'Amnesty en Syrie. Ce travail est difficile. Pourquoi? Parce que, vous le savez, la Syrie a fermé ses frontières aux organisations comme Amnesty, aux journalistes étrangers et globalement à tout observateur indépendant. Amnesty se refuse à entrer dans le pays sans autorisation officielle et donc en fait, nous ne sommes jamais dans le pays depuis le début des événements. Alors comment travaillons-nous? Des chercheurs d'Amnesty sont allés et se rendent encore dans les pays limitrophes pour conduire des entretiens avec les Syriens réfugiés. Autre méthode, bien sûr, des entretiens téléphoniques avec des acteurs ou des témoins des événements. Le visionnage de vidéos, vous savez que grâce au téléphone portable en particulier, il y a beaucoup de vidéos qui sont filmées sur place par des militants, des manifestants, et ces vidéos nous arrivent et nous les étudions très soigneusement. Notre souci, bien sûr, est d'être sûr de nos informations, et vous avez compris que c'est extrêmement difficile, donc nous faisons le maximum pour vérifier les informations qui nous parviennent. Cela donc vous explique d'une certaine façon que parfois nous semblons très prudents, voire parfois peut-être trop, dans nos réactions, ou peut-être un peu lents, c'est que nous avons ce souci de vérification des informations.
Et autre conséquence de ce souci, c'est que dans les rapports dont je vais vous parler, je vais vous donner des chiffres, et que ces chiffres correspondent aux informations que nous avons pu vérifier, mais que nous sommes certains que la réalité est nettement supérieure aux chiffres que nous avançons. Depuis le début des événements en Syrie, Amnesty a publié 3 rapports. Le premier rapport, Terreur à Tel Kala, ce premier rapport a été publié le 6 juillet. Tel Kala, qui est une ville de la province de Homs, donc une ville qui est située près de la frontière avec le Liban. Dans cette ville, au mois de mai, une opération de police a été absolument terrible. De nombreux hommes, dont des blessés, ont été arrêtés de manière arbitraire et torturés. Au moins 9 d'entre eux seraient morts en détention. Et cette opération très brutale a provoqué la fuite de milliers de personnes vers le Liban. Et même pendant que ces réfugiés s'enfuyaient, des soldats ont tiré sur certaines personnes qui prenaient la fuite. Donc ce rapport traite des arrestations, des tortures et autres mauvais traitements, des morts en détention, des représailles envers les familles des victimes. Et toutes ces informations sont étayées de cas personnels nommément cités. Donc nous avons vérifié et validé au maximum ce que nous avançons. Le second rapport a été publié à la fin du mois d'août, le 31 août, et son titre est Deadly Detention, Death in Custody, et il traite donc de la très forte augmentation du nombre de morts en détention. Sur les 5 mois écoulés entre le début des événements et la préparation du rapport, on a pu compter au moins 88 personnes qui seraient mortes en détention, pour vous montrer que c'est quand même un chiffre énorme. Dans les années qui précèdent, Amnesty, généralement, dénombrait de l'ordre de 5 morts par an en détention. Dans au moins 52 de ces cas, il existe des éléments prouvant que des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements ont causé le décès ou y ont contribué. Et par ailleurs, Amnesty a visionné des vidéos relatives à 45 cas et elle s'est fait assister par des médecins légistes indépendants. Et donc, des tortures et des actes absolument terribles ont été constatés sur un certain nombre de corps. Parmi ces victimes, on compte 10 mineurs et certains âgés de 13 ans. Donc c'est absolument terrible. Alors, à la suite de ce rapport, Amnesty a mis en place une application interactive qui s'appelle Eyes on Syria. Le site c'est www.eyesonsyria.org. Et c'est en fait une carte du monde qui permet de visualiser en Syrie les lieux où se trouvaient les 88 victimes recensées dans le rapport. Et par ailleurs, il y a l'aspect volontariat. Et donc les militants peuvent envoyer leurs photos sur ce site. Et donc vous imaginez, la carte c'est non seulement la Syrie, mais c'est le monde entier, puisqu'ainsi peuvent figurer les photos de militants qui soutiennent cette action à travers le monde. J'en viens au troisième rapport. Ce rapport, c'est le long bras des Mukhabarat. Mukhabarat, ça signifie les services de renseignement. Violence et harcèlement dirigés contre des Syriens vivant à l'étranger et contre leurs familles en Syrie. Ce rapport a été publié le 4 octobre. Il traite du cas de nombreux Syriens expatriés qui s'expriment publiquement, qui expriment leur solidarité avec les opposants et qui se sont trouvés systématiquement surveillés, harcelés, voire physiquement agressés par des agents de l'ambassade, dans certains cas, et par d'autres individus agissant au nom du régime syrien. En outre, j'ajoute que dans certains cas, des membres de leur famille en Syrie ont fait l'objet d'intimidation, voire d'agression,
et d'actes de mauvais traitement. Ce rapport expose le cas de plus de 30 militants résidant dans 8 pays d'Europe et d'Amérique du Nord et du Sud. Suite à ce rapport, il y a eu une pétition en ligne sur le site amnesty.org et en France a été organisée la manifestation du 15 octobre à Paris. Je vais vous dire ce qu'en principe je voudrais un peu tenir garder. Pour moi, c'est qu'un 4e rapport va paraître demain. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Je dirais juste globalement de quoi traite ce rapport. Il traite du problème des hôpitaux publics et des actes qui s'y commettent sur des blessés, suivi personnel hospitalier, en sachant que parfois c'est aussi le personnel hospitalier qui commet des actes de mauvais traitement, voire des tortures sur des blessés. Donc c'est également un rapport qui montre une réalité très grave actuellement en Syrie. Je vais maintenant passer au travail d'Amnesty en termes de lobbying. Ce lobbying, il est dirigé vers le gouvernement français et vers le Conseil de sécurité de l'ONU. Vis-à-vis du gouvernement français, Amnesty a, je dirais, un lien permanent, quasiment, par mail, par téléphone, avec le ministère des Affaires étrangères français. Et nous avons parfois, nous, avec d'autres organisations de protection des droits de l'homme, nous seuls, des réunions avec le ministère des Affaires étrangères, qui, je dois le dire, suit de très près l'évolution de la situation en Syrie. Nous avons aussi des contacts et parfois des rencontres à l'Élysée. Et récemment, une lettre à Nicolas Sarkozy, et cette lettre a été signée par Amnesty et 6 autres organisations de défense des droits de l'homme. Elle demande à Nicolas Sarkozy, en tant que président du G20, que le G20 condamne publiquement les crimes contre l'humanité perpétrés en Syrie. J'ajoute que cette lettre a été publiée dans Le Monde du 22 octobre. Par rapport au Conseil de sécurité de l'ONU, depuis pratiquement le début des événements, Amnesty a demandé de façon réitérée que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne des mesures plus fermes à l'égard de la Syrie, avec trois actions principales qui sont demandées: la saisine de la Cour pénale internationale, la mise en place d'un embargo sur les armes en direction de la Syrie, le gel des avoirs à l'étranger du président Bachar el-Assad et de ses collaborateurs. Pour appuyer cette action, vous savez qu'au Conseil de sécurité, il y a eu abstention de 3 pays, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil. Donc, pour essayer de faire pencher ces pays en faveur de la résolution proposée, nous avons contacté leur ambassade en France et nous avons envoyé nos rapports, adressé des lettres. Mais malheureusement, cette action, vous le savez, n'a pas été suivie d'effet sur ces 3 pays. Nos demandes par rapport au Conseil de sécurité de l'ONU sont fortes. Les Chinois étaient encore estimés qu'ils pouvaient opposer leur veto à une résolution déjà vidée d'une bonne partie de sa substance. Vous savez qu'il y a eu une version adoucie de la résolution, a déclaré Malcolm Smart, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty International. Les pays qui ont esquivé cette décision en s'abstenant doivent également porter la lourde responsabilité d'avoir permis que la répression brutale de l'opposition légitime en Syrie se poursuive de manière effrénée. Le veto d'hier est une trahison envers la population syrienne, ni plus ni moins. Je crois qu'on peut difficilement aller plus loin dans nos demandes. Néanmoins, devant la faillite d'une résolution devant le Conseil de sécurité, un courrier, le 20 octobre, a été adressé à tous les États membres de l'Assemblée générale de l'ONU. Et ce courrier
et signée de 29 organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty. Et nous espérons donc que si le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas pu voter une résolution en faveur des opposants en Syrie, nous espérons du moins que l'Assemblée générale pourra voter une résolution. Des opposants en Syrie, nous espérons du moins que l'Assemblée générale pourra voter une résolution.